Inquisitrice, inquisiteur, parlons Star Wars. Encore une fois, ravi de vous retrouver les amis pour débriefer comme chaque semaine les 2 derniers épisodes de Maul Shadowlord. On va donc revenir sur les épisodes 5 et 6 pour que je vous dise ce que j'en ai pensé. Je vous donnerai ma note sur l'échelle du Jar Jar et j'ai surtout envie de connaître votre avis et qu'on en débatte en commentaire. La chaîne est faite pour ça. Vous le voyez, vous avez affaire à une petite chaîne artisanale faite à la main, donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, likant la vidéo si vous l'aimez et surtout en commentant pour qu'on puisse échanger. Ça me donne beaucoup de force et me donne plus de visibilité, donc merci d'avance. L'heure est grave. L'Empire a débarqué sur Janix, donc il est temps d'en parler les amis. C'est parti pour mon avis sur ces 2 épisodes de Maul Shadowlord. Bon, on y est les amis. Après 4 épisodes de chauffe passionnants, l'Empire débarque enfin sur Janix et avec lui la grande histoire de Star Wars. Parce que oui, la mise en contexte de l'histoire, les premiers événements de Janix et l'introduction des personnages étaient top, mais il était temps que les choses s'accélèrent et nous y sommes avec l'arrivée de cet immense destroyer stellaire qui vient assombrir le ciel de Janix pour bien montrer toute la domination impériale qui va s'abattre sur la planète. L'Empire sera désormais partout, sur quasi chaque scène, dans quasiment chaque plan, avec un vaisseau, un droïde ou des soldats TK pour nous rappeler que rien ne pourra se passer sans leur contrôle. Ça nous rappelle le début de Star Wars Rebels avec ce grand destroyer stellaire qui émerge dans l'atmosphère de Lothal et passe au-dessus de la tour d'Ezra Bridger pour se diriger vers Capital City. On est quasi à la même période que Rebels dans Shadowlord, un petit peu avant, c'est-à-dire au tout début de l'ère impériale, et c'est vraiment très intéressant de voir comment ils ont traité cette période, ne serait-ce que visuellement. Parce qu'on voit qu'ils ont travaillé encore plus que pour les autres séries, je trouve, à faire un vrai pont entre la prélogie et la trilogie originale, avec certains éléments bien identifiés aux 2 périodes qui vont venir se mélanger et créer une identité propre à cette période de l'entre-deux trilogie. On a donc l'omniprésence des canonnières, l'emblématique transport d'assaut à basse altitude de la guerre des clones, et qui là ont été mis à jour dans leur version impériale, blanche et sans aspect distinctif. Elle transporte les soldats TK qui sont, on peut le dire, la première version des Stormtroopers et la première génération de l'armée impériale qui n'est donc plus composée de clones mais de conscrits comme on a pu le voir dans The Bad Batch. Leur design est d'ailleurs un bel hommage rendu au premier dessin de Stormtrooper de Ralph McQuarrie, l'illustrateur mythique qui a collaboré avec George Lucas pour donner sa patte visuelle à l'univers Star Wars. On aperçoit également un droïde sonde à la recherche de Maul et des Jedi qui est clairement identifié comme une émanation de la trilogie originale avec son apparition remarquée dans l'Empire contre-attaque. Et le mélange visuel et sonore de ces éléments donne une couleur inédite en termes de technologie à cette période, malgré le fait qu'on retrouve des éléments bien connus de l'univers. Autre élément bien connu que nous retrouvons ici et que nous allons peut-être développer dans cette série, ce sont les Inquisiteurs. Et en particulier sur ces épisodes, celui connu sous le nom de Marrok. Alors Marrok est également appelé le premier frère, et chronologiquement dans l'histoire, nous l'avons découvert dans Tales of the Empire, au moment où l'on suivait Barry Sophie suivre la formation des Inquisiteurs. Pour résumer rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Inquisiteurs, c'est un ordre d'utilisateurs de la Force, fidèles à l'Empire, qui sont chargés de traquer les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66, et on se doute qu'ils doivent faire une petite exception pour Maul, étant donné la menace qu'il fait peser sur Sidious. On retrouvera Marrok dans la saison 1 d'Ahsoka, bien après Shadowlord dans la chronologie donc, aux côtés de Baylan Skoll, Shin Hati et Morgan Elsbeth, afin de traquer Ahsoka Tano et Sabine Wren. Bon, normalement vous avez tous vu la série, donc vous savez qu'il se fait battre en duel au sabre laser par Ahsoka, et qu'il meurt ou disparaît en se dispersant dans une espèce de fumée verte qui fait quand même furieusement penser aux disparitions magiques des Sœurs de la Nuit de Dathomir. Alors il y a beaucoup de mystères autour de sa disparition. Est-ce qu'on aura des éléments de réponse dans Shadowlord? On va le découvrir, mais les liens entre lui et Dathomir se font de plus en plus étroits quand même. Parce qu'entre sa proximité avec Morgan Elsbeth, qui était une ancienne sorcière des Sœurs de la Nuit, et le fait que maintenant il traque Maul, lui-même ancien frère de la Nuit, bon, on se rapproche de plus en plus de Dathomir, et pourquoi pas avoir le fin mot de l'histoire sur cette fumée verte, digne d'un tour de magie de la mère Talzin, à voir. Et en fin d'épisode 6, à qui fait-il appel?
ça sera vraisemblablement Vador ou le Grand Inquisiteur, même si je préférerais ce dernier en termes de logique par rapport aux événements des séries de Tales of the Empire, Kenobi ou Rebels. Mais j'ai peur que par facilité, on ait directement l'apparition de Dark Vador pour pourquoi pas amorcer la possibilité d'un duel en fin de saison entre Maul et Vador, ce qui fait fantasmer beaucoup de fans, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, la principale chose que je voudrais dire, c'est qu'avec ces 2 épisodes, on est clairement nulle part ailleurs que dans Star Wars. Absolument tous les ingrédients sont réunis, on a des sabres laser, des Stormtroopers, l'Empire, des Jedi, des histoires de famille, des syndicats du crime, une planète qui nous fait penser de près ou de loin à Coruscant. Bref, on a l'impression d'assister à un moment d'histoire galactique encore inexploré, et ça, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais ça me procure un petit frisson que j'avais pas ressenti depuis un petit moment. Alors façon de parler bien sûr, parce que le dernier projet en date c'était Andor, donc autant dire qu'en termes de frisson, je pense qu'on peut difficilement aller plus haut. Mais le ton d'Andor était quand même assez spécifique à la série, et sans dire qu'on n'était pas dans Star Wars, parce qu'on était dans du grand Star Wars, je trouve que Shadowlord nous ramène à des problématiques et des enjeux qui nous ont accompagnés dans la prélogie et les séries animées. Et moi en tout cas, ça me touche vraiment. Je retrouve ce sentiment très dur à décrire d'être de nouveau proche de la revanche des Sith, donc ça me ramène en enfance et me reconnecte à l'histoire principale qui me faisait vibrer enfant. Alors oui, c'est une série animée, donc malgré tout l'amour et le respect que je peux porter à l'animation, ça n'aura pas la même puissance que du live action, mais tout de même, je ressens plus de choses que je n'ai ressenties dans les Tales ou Resistance, qui étaient les projets animés les plus récents, ou même dans The Acolyte, où la flamme n'a pas vraiment prise de mon côté. Il y a bien sûr la période qui veut ça, parce qu'on est littéralement au cœur de la saga, mais j'avoue aussi être sensible à la patte de Dave Filoni, qui, je trouve, se ressent clairement dans la narration de la série. Alors quel est son degré exact d'implication dans le projet ? On ne le sait pas véritablement, même si l'équipe de la série dit qu'il occupe une place prépondérante. On peut quoi qu'il en soit dire qu'il est à l'initiative des idées de scénario, et je trouve qu'on est sur le projet animé le plus construit pour le moment sur une première saison. On pourra bien sûr apporter un jugement définitif en fin de saison, mais à comparer à ce qui s'est fait de mieux pour le moment en animation, à savoir pour moi The Clone Wars et Rebels, on retrouve des idées hyper intéressantes et au cœur des points les plus intéressants à explorer, mais purgés des défauts un peu filoniesques qu'on pouvait retrouver sur ces projets. À savoir une belle mise en contexte général sur les premiers épisodes, puis des épisodes un peu filler servant à présenter les personnages mais sans que l'histoire n'avance réellement, pour un final intéressant et donnant l'envie de voir une saison 2, mais avec un léger sentiment de ne pas avoir vu grand chose en termes de contenu. C'est pour moi le syndrome type des premières saisons de Rebels et Mandalorian. Ça se ressentait moins dans Ahsoka car les personnages avaient déjà été introduits, mais là avec cette arrivée de l'Empire, on se doute que les choses ne vont qu'accélérer sans se disperser, donc on sent une écriture efficace et franche qui va droit au but, et ça fait plaisir de constater l'évolution, voire la progression des auteurs sur ce type de projet. Je pense que les scénaristes sont bien aidés par le fait que le projet ait eu d'emblée une cible plus adulte, ce qui doit donner plus de liberté en termes d'écriture. Néanmoins, le travail qu'ils ont fait est pour le moment quasi irréprochable. Et c'est pour ça que la question se pose, est-ce qu'on est en train d'assister au meilleur projet animé Star Wars ? Sincèrement, j'aime profondément The Clone Wars et Rebels, j'ai un lien très fort avec ces deux histoires qui va au-delà des qualités qu'on peut trouver dans une série. La première parce qu'on suit des personnages tellement mythiques qu'on peut pas rester insensible en tant que fan, et la seconde parce qu'on est sur une véritable histoire de famille avec une alchimie incroyable entre les personnages. Mais avec Maul Shadowlord, on pourrait dire qu'on est peut-être sur le meilleur projet animé Star Wars en se basant sur des éléments objectifs. Car si on prend un peu de recul et qu'on analyse l'écriture et la direction artistique, il y a peu de projets qui peuvent rivaliser quand même. Pour parler de l'écriture, et en restant basé sur les épisodes 5 et 6, on voit comment, une fois de plus, avec une histoire qui trace et des épisodes de 20 minutes, on n'en oublie pas de donner toujours plus de profondeur aux personnages et aux liens qui les unissent. On a pour moi peut-être le plus de potentiel émotionnel dans l'évolution du personnage de Two Boots et sa relation avec les Lawson. Car on sent le dilemme qui va lui être présenté entre le respect du protocole et des ordres d'un côté et l'amitié et la loyauté de l'autre, lui qui est un grand ami de la famille, sûrement le meilleur ami de Brander et qui a vu grandir Riley comme une sorte de tonton. Et de mettre cet enjeu-là dans la tête d'un droïde, je trouve ça super intelligent car ça va renforcer totalement la puissance des choix qu'il sera amené à faire, car devant faire appel à des sentiments humains, qui lui sont étrangers donc. Les droïdes les plus touchants et les plus réussis dans Star Wars sont ceux qui témoignent le plus d'humanité. C'est ça l'enjeu à chaque fois pour les créateurs. Il y a des réussites comme bien sûr R2D2, K2SO ou Chopper pour rester dans l'animé, mais il y a des tentatives un peu moins heureuses car on sent un peu plus forcé avec Dio notamment dans l'épisode 9.
Et là, le symbole de l'humanité de Two Boots, il réside déjà dans son nom. Le fait qu'il porte ses bottes témoigne de son envie de se singulariser pour pallier un problème au pied ou simplement par coquetterie, mais on sent que c'est important pour lui. Et quand le lieutenant Blake remet en cause le fait qu'il puisse porter ses bottes et l'oblige à se conformer aux exigences de l'Empire qui cherche à déshumaniser tout le monde en imposant un uniforme permettant d'indifférencier chaque pion de cette machine impériale, eh bien si c'est un droïde qui contrevient à ce genre de choses, je trouverais ça d'une puissance folle, bien plus que si c'était un humain qui se dresserait face à l'Empire en faisant simplement appel à son humanité. Au-delà des bottes, j'espère vraiment qu'on verra ce sens de l'amitié triompher, avec Two Boots rejoignant les Lawson pour essayer de les protéger comme il l'a fait toute sa vie, faisant passer des sentiments au-dessus des protocoles. Ça serait tellement beau honnêtement. Bref, vous l'avez compris, j'ai vraiment hâte de voir la suite de l'évolution de Two Boots, car je pense que ça peut vraiment être un des ressorts émouvants de la série, et comme dans toute œuvre de Star Wars, il nous faut de l'émotion. J'ai insisté sur ce personnage, mais bien sûr on peut trouver beaucoup d'autres choses à creuser chez les autres, avec évidemment la relation entre Brander et Riley, le père ayant été très souvent absent pour son fils, mettant son travail en priorité, mais désormais le seul but de Brander est de protéger à tout prix Riley, et on va voir ce que cela va impliquer dans ses choix. Pourquoi pas trahir les Jedi si la situation l'impose par exemple. De son côté, Riley aura lui aussi un dilemme entre suivre son père dans son obligation d'échapper à l'Empire, désormais, et les conseils de sa mère de coopérer avec l'Empire qui, selon elle, ne cherche qu'à protéger la population. Donc qui va-t-il véritablement suivre? À un moment, la question se posera. Et c'est très intéressant d'avoir mis un personnage comme la mère de Riley, Drea Lawson, qui donc travaille pour l'Empire sur Coruscant, au cœur du système impérial, sans qu'on sache exactement dans quel domaine. Elle illustre, je pense, une grande partie de la population de la galaxie qui croit aux bienfaits de l'Empire, soit par conviction, soit par endoctrinement médiatique, où l'un entraînant l'autre, mais c'est intéressant de voir quelqu'un animé, on le suppose de bonnes intentions, représenter l'Empire et son idéal d'ordre et de sécurité. Ça permet de contrer un peu le schéma manichéen des salauds de l'Empire face aux mignons rebelles. Je trouve ça toujours passionnant d'explorer les zones grises de l'histoire, donc est-ce qu'on va pouvoir le faire en suivant un peu ce personnage? Je l'espère. Devon de son côté continue à ruminer dans son esprit le discours de Maul et on sent le poison de ses arguments infusés dans sa tête sans que son maître d'Aki ne puisse faire autre chose que de le constater. On voit ce processus lent mais qui a l'air inévitable avec d'un côté la jeunesse de Devon souhaitant agir pour faire triompher la lumière comme les principes Jedi l'obligent et de l'autre son maître vieillissant et mal en point qui l'incite à rester caché dans l'ombre, ce qui interroge Devon quant au devoir d'un Jedi ou tout du moins d'un utilisateur de la Force en pareille circonstance. On va voir si Devon réussira à résister à tout l'attrait de la proposition de Maul, jouant sur ses propres envies et doutes, mais encore une fois c'est très bien écrit, d'une logique imparable et repose sur des questionnements très humains relatifs aux désirs des différentes générations, donc c'est très intéressant. Et pour finir, même si on creuse pas encore totalement du côté de l'équipe de Maul, on voit ces doutes qui commencent à se faire sentir chez les Mandaloriens fidèles à Rookcast, mais surtout au crédit que peut leur apporter une association avec Maul, et qui commencent à remettre en cause leur participation, voyant l'Empire mettre un coup de frein aux activités criminelles de l'équipe. C'est la même chose pour Vario, qui sent bien que les choses se compliquent pour que son syndicat puisse prospérer, mais il n'a pas d'autre choix que de suivre Maul pour le moment, vu les menaces qui pèsent sur lui. On sent que ce personnage a un petit potentiel comique et à mon avis c'est pour ça qu'il le garde aux côtés de Maul, histoire de ne pas rendre la série trop sombre dès qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans les bas-fonds de Janix. J'aimerais bien par contre qu'on commence à s'intéresser au personnage de Rook, car elle est aux côtés de Maul depuis un moment maintenant, sans qu'on se soit véritablement penché sur ce qu'elle pense. Alors on imagine qu'elle a dû vraiment être séduite par le discours de Maul sur la fierté mandalorienne dans The Clone Wars, mais ça serait bien de creuser peut-être un peu plus le personnage pour qu'on puisse s'impliquer dans son destin. Mais donc arriver à développer autant d'enjeux chez les personnages dans une série animée avec de courts épisodes, je trouve ça vraiment remarquable dans l'écriture, ce qui est quand même la base pour juger de la qualité d'une série. Et en plus de l'écriture, on a bien entendu tous remarqué le travail sur l'aspect visuel de la série. J'en ai beaucoup parlé dans mes avis précédents, donc je vais pas trop y revenir, mais juste développer sur les scènes vraiment marquantes de ces deux épisodes. On a ce plan d'entrée avec ce gigantesque destroyer stellaire qui débarque au-dessus de la ville comme une menace planant sur la tête de chaque habitant de la planète désormais. Je trouve qu'ils ont bien retranscrit le côté immense du vaisseau avec des plans le grandissant toujours plus. On sent l'inspiration de Gareth Edwards et de Rogue One sur ce travail du gigantisme qui avait déjà su magnifier un destroyer stellaire au-dessus d'une ville sur Jedha et bien sûr également l'étoile de la mort qui n'aura jamais été aussi impressionnante qu'au-dessus de Scarif.
D'une manière générale, je trouve l'animation des combats très bonne, avec de la nervosité, mais également du détail dans les mouvements. C'est pas brouillon, on sent que les personnages font des gestes réfléchis, souvent en équipe comme dans l'affrontement entre les Jedi en fuite et les soldats Tekka, mais également bien sûr dans le climax du combat entre Maul et Devon, faisant équipe face à Marrok. C'était hyper classe de voir le sabre rotatif signature des Inquisiteurs face aux 2 lames rouges iconiques de Maul. Alors comme je l'avais dit précédemment, je trouve les mouvements un peu rapides, ce qui je trouve rend ça un peu moins réaliste, mais c'est quand même ultra stylisé. Et pour finir sur la beauté de la série, juste cette scène d'entraînement de Maul, elle est à couper le souffle pour moi. Ses expressions du visage ou les mouvements de son sabre laser sont tellement bien travaillés. La série va quand même assez vite avec un rythme soutenu, donc cette séance où Maul essaye de faire silence en lui pour faire appel à la force, franchement c'était bienvenu et ça montre une fois de plus tout le talent des équipes d'animation. Vous le savez si vous m'avez suivi dans les vidéos avis des précédents projets Star Wars, mais je donne toujours des points positifs et des points négatifs. Mais là, sincèrement, que voulez-vous que je dise de négatif objectivement sur la série? Il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement. Je comprendrais qu'on me dise « Non, je rentre pas dedans parce que le style d'animation est trop abstrait » ou que l'histoire ne me passionne pas parce que le personnage de Maul ne m'a jamais trop intéressé. Je comprendrais tout ça et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Mais ça reste totalement subjectif et uniquement en lien avec les goûts de chacun. Mais si je dois analyser objectivement la série, je vous dirais que pour le moment, c'est un quasi sans faute. Et pour ce qui est de mon avis personnel, j'accroche vraiment bien, je trouve qu'il y a un gros potentiel et j'ai donc hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour parler avec vous des prochains épisodes les amis. En ce qui concerne le Jar Jaromètre, écoutez, on va monter un peu le curseur en mettant un 16 sur 20 à ces 2 épisodes. C'est très bon, il ne manque plus que la série prenne une vraie dimension émotionnelle pour atteindre les notes les plus hautes qu'on avait pu atteindre sur Andor et ce serait une belle performance pour une série animée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces épisodes 5 et 6 les amis. N'oubliez pas, abonnez-vous si c'est pas fait, cochez la cloche pour rien manquer, likez et surtout commentez pour qu'on débatte, la chaîne est faite pour ça. J'ai hâte de pouvoir parler avec vous. Merci à chacun d'entre vous qui me soutenez, c'est vraiment très gentil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit et n'oubliez jamais, parlons Star Wars, que la force soit avec vous, ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.